Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous recevoir ici dans notre studio 16 Prod pour le podcast numéro 13 et aujourd'hui nous allons parler de l'empathie. C'est notre seconde partie avec un invité engagé comme toujours. Il s'appelle François, c'est un philosophe, il est près de Montpellier et il est philosophe mais aussi il fait... je vais le laisser se présenter mais attendez, François, il est engagé dans ce qu'il fait, il va nous parler de l'empathie et aussi comment on peut utiliser l'empathie selon lui dans la prise de parole en public. Et je te dis bienvenue François, je t'écoute. Ouais, bonjour Louis, écoute, merci de m'avoir proposé cette interview. Alors je me présente, effectivement je m'appelle François, c'est un gag mais c'est un gag de mon père donc je l'assume. J'ai 69 ans, je vis depuis 10 ans sur le Causse de Larzac dans le sud de la France et depuis 10 ans aussi j'ai démarré une nouvelle activité pour moi qui consiste à enseigner le Qigong, qui est donc on va dire pour simplifier très largement une gymnastique de santé d'origine chinoise, mais qui pour moi est beaucoup plus que ça, c'est un art de vivre, c'est une école de la connaissance de soi. Alors tu m'as présenté comme étant un philosophe, j'étais assez surpris. Oui, je suis philosophe, on va dire, par nature, mais je ne suis absolument pas un professionnel de la philosophie. C'est juste parce que en fait, je voudrais informer nos auditeurs qu'on se connaît depuis très très longtemps et je connais ton parcours. Je sais que tu es quelqu'un qui a voyagé beaucoup, qui a rencontré plein de personnes, qui a fait beaucoup de métiers et forcément, tu ne peux être qu'un philosophe au final. Oui, c'est vrai, c'est exact. Alors, si, pour rebondir là-dessus, parce que je viens d'expliquer que ça fait 10 ans que j'ai démarré cette nouvelle activité qui est d'enseigner le Qigong, et je me suis aperçu très rapidement que ce que je transmets aux personnes qui viennent pratiquer avec moi, c'est pas seulement, loin de là, ce que j'ai appris moi-même dans une école, puisque j'ai passé un cursus pour faire une formation professionnelle. Et donc, ce que je transmets, c'est pas uniquement ce que j'ai appris, c'est bien évidemment mon expérience, mon vécu. Et du coup, c'est vrai que tu l'as évoqué, mon expérience de vie, elle est très diverse. J'ai effectivement voyagé pendant de nombreuses années, et notamment sur un voilier. En fait, j'ai voyagé pendant 12 ans en tout hors de France. Et puis, j'ai fait, je sais pas, peut-être une quinzaine de métiers différents. Donc, c'est sûr que ça m'a donné une ouverture d'esprit et que ça me donne une capacité d'établir des liens, des connexions entre différents domaines qui, a priori, n'en ont pas. Est-ce que tu peux nous parler, excuse-moi, je te coupe, est-ce que tu peux nous parler justement de ces liens et de ces connexions? Comment t'en parler? C'est-à-dire que c'est difficile à définir, ou alors si je rentre dans l'anecdote, ça va nous emmener peut-être un peu loin de l'empathie, mais pas vraiment, parce que cette capacité à établir des liens, je crois qu'elle est tout à fait liée à l'empathie. Parce que l'empathie, pour moi, c'est être capable de se mettre en connexion avec quelqu'un et de ressentir ce que cette personne ressent, quelque part se mettre à sa place, être capable de vivre ou de ressentir ce qu'une autre personne ressent. Est-ce que c'est correct comme définition de l'empathie d'ailleurs ou pas? Je sais pas, c'est selon toi, hein. Là, tu es oui, libre, oui. on a le format, c'est ton approche qui nous intéresse parce que effectivement, l'empathie, on a une définition, ce n'est pas de la compassion, c'est de la compréhension de l'autre, mais quels sont chacun a ses propres leviers, chacun a ses propres outils, chacun a ses propres repères, a sa propre perception. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que comment toi, avec tes ressources, ton expérience, tes diverses expériences, comment tu as pu travailler cette empathie? Quels sont ces repères? Quels sont tu peux utiliser des anecdotes si tu as envie, il n'y a pas de souci. Mais pour qu'on comprenne, voilà comment toi, tu as arrivé, grâce à ton expérience, à justement
développer cette compétence qui est l'empathie et la mettre au service de ton activité, même professionnelle, quoi. Alors, c'est pour ça que le lien, il s'est fait tout de suite. C'est que si alors tu parles de compétences en empathie, là je peux pas prétendre que je sois compétent, que je sois empathique, ou je ne sais pas, je peux pas me juger moi-même. Par contre, je comprends au moment où je te parle et au moment où on échange que une certaine capacité d'empathie que je puisse avoir, elle est intimement liée à mon expérience, à mon vécu, qui, par curiosité et par une quête de sens, je dirais, m'a amené à aller explorer des tas de domaines et m'a amené à me confronter à des gens d'origine diverses. D'une part, parce que, comme je l'ai dit, j'ai voyagé pendant de nombreuses années, donc c'est l'occasion d'aller rencontrer des cultures différentes, et ça c'est déjà une ouverture, c'est un enrichissement. Et puis aussi à rencontrer des gens d'origine diverse du fait que j'ai exercé des métiers euh, très divers, poussés par la nécessité pour gagner ma croûte. Et comme je suis opportuniste, et pour moi c'est une qualité d'être opportuniste, alors que c'est souvent considéré comme quelque chose de péjoratif. Et du coup, ben voilà, j'ai développé des capacités à créer des liens avec des gens de différentes origines, dans différentes situations, à vivre des expériences très, très diverses. Alors, est-ce que ça me donne de l'empathie envers les gens? euh, Oui, quelque part, je pense, mais je ne peux pas en être juge. Euh, alors, oui, je parlais d'une anecdote. Je ne sais pas si elle est tout à fait à propos pour expliquer cette capacité d'adaptabilité en fait que j'ai. Ben, à l'époque où je t'ai connu, Louis, ah, il y a un grand noir là, je ne sais pas si tu me vois encore à la Ouais, caméra. Oui, je te vois, super. À l'époque d'ailleurs où je t'ai connu, grosso modo, c'est-à-dire début des années 2000, je suis venu m'installer dans la région parisienne et j'avais une proposition de travail pour un promoteur immobilier, une petite entreprise familiale. Tu te souviens de ça? Oui, oui, je m'en On souviens très vivait bien. pas l'un de l'autre, voilà. Et quand j'ai débarqué dans cette boîte, moi, j'étais un ovni pour les personnes qui travaillaient là. Et très rapidement, j'ai fait des propositions, parce qu'on m'avait assigné une tâche, une fonction. C'était à mi-temps, je devais être l'homme à tout faire, puisque ce promoteur immobilier gérait un patrimoine immobilier. Il y avait 500 appartements. Et comme j'avais une petite expérience quand même dans le bâtiment, pour faire des travaux divers, donc il m'avait demandé à mi-temps de pouvoir intervenir dans l'appartement. Il préfère avoir quelqu'un en interne que de faire appel à des entreprises. C'était plus souple. Et puis l'autre moitié du temps, il voulait que je fasse de la recherche de terrain pour lancer de nouveaux programmes immobiliers. Et je suis arrivé dans cette petite entreprise, il y avait 7 personnes, et très rapidement, spontanément, je disais, tiens, mais on pourrait peut-être faire ça ou faire ça. Alors on me regardait avec des grands yeux et on me disait, mais tu sais faire? Tu connais? Et moi je répondais très spontanément, non, non, mais je me sens bien d'essayer. Et du coup, j'ai réalisé que j'avais affaire à des gens qui, toute leur vie, étaient au même poste depuis 25 ans, faisaient la même tâche, alors que moi, de par mon parcours de voyage et de métiers différents, ben, j'avais développé des capacités justement, c'est ça où j'en reviens, à tisser des liens, à dire, ben, tiens, c'est un domaine que je ne connais pas, mais je me sens à l'aise pour aller l'explorer, euh, de par cette expérience. Alors ça a eu un énorme avantage pour moi, cette prise de conscience, c'est que ça m'a donné un regard beaucoup plus valorisant sur moi-même, parce que je pensais jusqu'ici que je n'étais qu'un touche-à-tout
qui apprenait un petit peu de tout, qui savait un tout petit peu de tout, mais qui n'était pas capable de se vendre professionnellement dans aucun domaine, parce que je n'avais jamais approfondi aucun domaine. Et je me méjugeais de ce côté-là, d'être ce touche-à-tout qui papillonne, qui commence quelque chose et puis qui ne poursuit pas, qui passe à autre chose. Et tout d'un coup, j'ai découvert qu'en fait, c'est une qualité par rapport à des gens qui n'avaient qu'une seule expérience d'un métier. Donc, voilà, ça c'était l'anecdote pour ensuite parler donc de l'empathie, parce que je pense que c'est lié. Cette capacité à s'intéresser à d'autres choses, c'est aussi une capacité à s'intéresser à d'autres. Alors, c'est pas suffisant d'avoir cette capacité de curiosité, d'ouverture, de jonglerie. Il faut aussi avoir fait un chemin que j'ai entamé, qui est un chemin de développement personnel, pour arriver à comprendre mes mécanismes psychologiques et de comprendre ce qui est tout à fait à l'opposé de l'empathie. Et je ne peux que le constater très souvent, quasiment chaque jour, c'est-à-dire ma capacité à juger les uns et les autres, à porter des jugements surtout. Et je crois que c'est tout simplement une comment dire, une caractéristique humaine, profondément humaine. Je ne crois pas être le seul à porter du jugement, parce que je vois autour de moi quasiment tout le monde qui est en permanence en train de juger les uns et les autres. Et l'empathie, ce serait quelque part le côté diamétralement opposé du jugement. Donc développer son empathie, pour moi, ça passe aussi par cette prise de conscience de notre capacité à juger les uns et les autres. Et pour sortir de ça, je vais faire référence à un homme qui s'appelle Deepak Chopra. Il est assez connu sur la toile, c'est un Américain d'origine indienne, et il propose régulièrement des formations sur la toile, très axées sur la méditation, sur des choses comme ça. Et j'en ai fait une il y a peut-être 2 ans de cela, qui était sur la gratitude. Et c'était pendant 21 jours. Chaque jour, on recevait une méditation guidée. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a fait vraiment, qui a fait tilt. C'est que Deepak Chopra, en parlant de la gratitude, il a dit que il a parlé de la gratitude et de la bienveillance. Et à un moment donné, il a dit que la meilleure façon d'arrêter de porter des jugements sur quelqu'un, c'est d'évoquer, de faire naître en soi la bienveillance pour cette personne, parce que on ne peut pas à la fois, en même temps, avoir de la bienveillance pour quelqu'un et le juger. Et ça, pour moi, ça a été une grande révélation. Donc c'est quelque chose que je garde comme un outil précieux à chaque fois que je me prends à juger quelqu'un, c'est me dire où est-ce que je suis barré là. Et tu sais, oui. Tu sais que c'est un des accords Toltec. Oui, tout à fait, tout à fait. Toutes les sagesses se rejoignent. Je crois que tu fais référence à l'accord qui dit ne fais pas de suppositions, c'est peut-être celui-ci. Voilà, et puis ne juge pas, voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, si on fait un petit aparté sur les accords Toltec, j'ai fait une formation, là aussi je fais beaucoup de formations, je suis curieux de nature. J'ai fait une formation sur les accords Toltec qui était superbe, organisée par Olivier Clerc. Et Olivier Clerc, c'est le type qui a traduit en français les accords Toltec. Ah, génial. Et puis après les avoir traduits, est allé rencontrer au Mexique Don Miguel Ruiz. Et auprès de Don Miguel Ruiz, il a découvert le don du pardon. Donc depuis ce jour-là, Olivier Clerc a développé aussi des cercles qui s'appellent le don du pardon. C'est aussi quelque chose de magnifique. Donc les accords Toltec, oui, je connais et je les ai approfondis avec Olivier Clerc. Donc pour revenir exactement précisément à cet accord qui dit ne fais pas de suppositions, en fait,
il faudrait dire, c'est ce qu'explique très bien Olivier Clerc, d'ailleurs, il explique deux choses, c'est que au point de vue de la rédaction, on peut dire quand tu donnes comme message ne fais pas, le cerveau il ne capte pas les choses négatives. Et Olivier Clerc dit que au lieu de dire ne fais pas de supposition, qui est comme une injonction, et il vaudrait mieux s'exercer, et je trouve ça très intéressant comme exercice, de dire bah oui, la supposition elle vient spontanément, c'est effectivement c'est comme un jugement. Immédiatement, je fais une supposition. Je prends un exemple, il y a un type qui me double et qui se rabat devant moi en faisant une queue de poisson. Immédiatement dans ma tête, je dis ce connard, cet abruti, voilà, ce type met en danger la vie d'autrui, etc. C'est une supposition que je fais tout de suite parce que je n'ai pas eu le réflexe de faire ce que Olivier Clerc nous dit de faire, c'est développe ta capacité à faire d'autres suppositions. Parce que qu'est-ce qui te dit que ce gars qui vient de te doubler en 4e vitesse, il n'est pas en train de foncer vers l'hôpital, il y a peut-être sa femme qui est en train d'accoucher dans la voiture à côté, ou je ne sais quoi. Tu vois? Et donc, cet accord Toltec que tu viens d'évoquer, pour moi, il a vraiment cet intérêt et ça rejoint tout à fait le fait de dire regarde, observe-toi, tu es en train de porter des jugements, tu es en train de faire des suppositions, essaye d'imaginer autre chose. Et du coup, je relie ça à ce dont je parlais à Deepak Chopra, à la bienveillance. Quand je me prends en train de juger quelqu'un, je vais faire naître, évoquer, essayer d'avoir de la bienveillance pour cette personne. Ça coupe court au jugement et aux suppositions a priori négatives que je peux porter sur l'un ou l'autre. Alors, et l'empathie là-dedans, me direz-vous? Exactement. Tu as lu dans mes pensées. Ah, c'est dingue. Je serais aussi peut-être voyant extralucide. Non, c'est pas vrai. Mais tu es dans ton chemin. Tu es dans ton chemin pour ça. Je suis sûr. Oui, en fait, voilà, j'ai l'air de me barrer dans tous les sens, mais je ne perds pas le fil. L'empathie, donc pour moi, c'est intimement lié à ça, arrêter de porter des jugements. Comment est-ce que je peux être empathique envers quelqu'un si je suis en train de le juger? Là, je mets tout de suite la distanciation et la dualité. C'est une confrontation au mauvais sens du terme, quoi. C'est un antagonisme. L'empathie, c'est ça que je comprends, c'est chercher à se mettre à la place de l'autre. Donc, si j'essaye de te suivre et de noter quelques axes principaux là, que tu viens de développer, donc tu m'as dit l'empathie, c'est effectivement arrêter de juger, c'est faire acte, je dis bien faire acte de bienveillance, d'accord? Et c'est faire acte, ne pas juger, faire acte de bienveillance, et ensuite, tu as parlé d'opportunisme. Opportunisme positif. D'accord? Opportunisme. Et maintenant, le quatrième que j'ai noté, je ne les ai pas donnés dans l'ordre, mais là, le quatrième que tu as noté, c'est aussi être positif. Et c'est-à-dire avoir une formulation positive parce que tu nous as expliqué que ça favorise en fait la réaction du cerveau de celui qui écoute. C'est-à-dire que le cerveau se met en marche. Donc être positif comme ça. Et à partir de... Oh là là, je commence à bégayer. À partir de ce moment-là, nous avons 4 choses. Donc, arrêter de juger, faire acte de bienveillance, un opportunisme positif et formuler de façon positive. Oui, mais je remercie d'avoir pris des notes, ça aide beaucoup effectivement pour la clarté de l'esprit et de pouvoir ne pas perdre le fil du discours. Ceci dit, j'en étais juste au moment où j'évoquais quelque chose qui est peut-être un 5e point par rapport à l'empathie. On y va, je suis preneur. Alors, voilà. C'est la capacité, j'en étais là et je faisais le geste, je parlais du jugement, je montrais deux mains, c'est l'opposition de l'un à l'autre. Et pour moi, l'empathie,
au-delà de tout ce que tu viens de résumer, notamment la bienveillance, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, quelque part de rentrer dans l'autre, c'est-à-dire au lieu de regarder l'autre de l'extérieur, d'essayer de regarder l'autre avec ses yeux, d'essayer de comprendre ce qu'il est en train de vivre, quelles sont ses émotions, quelles sont ses réactions. Pour moi, c'est ça Comment tu fais? l'empathie. Ben, comment je fais? Alors, je voudrais surtout pas, Ah ben, pouvoir ça n'engage que donner toi, hein, de l'air. toute façon, Oui, oui. c'est ta Non, mais je sauce. voudrais surtout pas donner l'air que moi je suis un type parfait, idéal et que je suis empathique. C'est des choses que j'ai comprises. Hmm. Alors, comment je fais? Ben, ça arrive de temps en temps. C'est pas tous les jours que je peux développer de la capacité d'empathie, mais c'est simplement, euh, c'est un peu de l'ordre de, je sais pas comment dire, de l'intuition ou de l'éclair de conscience. C'est que tout d'un coup, euh, j'arrête de vivre une relation, si je parle d'une relation entre deux personnes, d'arrêter de vivre comme deux personnes opposées, séparées, distinctes l'une de l'autre. Et si, ça y est, je vais te donner une réponse. Comment je fais? Vas-y. Parce que celle-là, je l'ai entendue de la part d'un sage qui s'appelait, parce qu'il est mort, Arnaud Desjardins. Et dans une conversation, je suis allé à 2 reprises dans son ashram, le lieu où il vivait et où il dispensait son enseignement. Et un jour, il était là en train donc de discourir, de donner son enseignement. On était une cinquantaine de personnes. Et il a évoqué ça, cette capacité, quand on est en relation avec une personne, euh, qui est une capacité d'écoute. Alors voilà encore un 6e point qui est phénoménal, qui est très important pour l'empathie, c'est la capacité d'écoute. Et ça a été le premier à faire naître en moi cette compréhension que quand tu es en train de discuter, d'échanger avec quelqu'un, d'essayer d'avoir la capacité, et ça c'est génial, à un moment donné, c'est comme si tout d'un coup, tu avais une caméra qui se détachait et qui vient observer ce qui est en train de se passer, vu d'en haut. Donc tu n'es plus, toi, terre à terre, confronté à l'autre, en train de vivre émotionnellement et intellectuellement ce que tu es en train d'échanger avec l'autre, mais tout d'un coup, tu t'élèves et tu te vois, toi, en relation avec l'autre. Et ça, je pense que c'est un bon chemin pour rentrer dans la capacité à se mettre à la place de l'autre. Parce que déjà, ça t'a obligé à sortir de toi-même. Est-ce que je suis clair Très ça? clair. Pour moi, ça me parle. Je suis très clair. J'espère que pour nos auditeurs, ça leur parle aussi. Je Oui. pense qu'effectivement, cet exercice de détachement, moi, je travaille autour de ça, notamment pour les managers, pour les décideurs, qu'ils soient toujours être capable de prendre du détachement par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à l'environnement, justement à avoir une vue de haut, prendre de la hauteur. On dit ça aussi. Mais j'aimerais savoir, voilà, là tu as effectivement détaché, se mettre à l'écoute. Et comment tu te mets, toi, avec tes moyens perceptifs? Tu as ton corps, tu as tes oreilles, tu as ta discipline de Qigong. Et Oui. quels sont tes moyens perceptifs qui te mettent aussi à ce niveau d'écoute de l'autre? Waouh! D'accord. Ouais, mais non, mais c'est très bien parce que tu l'as déjà dit, tu as déjà quelque part donné la réponse parce que tu as évoqué le Qigong. Et le Qigong, comme je l'ai dit au départ, c'est beaucoup plus qu'une gymnastique de santé. Moi, je considère que c'est un art de vivre. Et ce que je trouve magnifique dans cette pratique, c'est qu'on commence par la base de l'édifice. Enfin, moi, je considère que la base de l'édifice que nous sommes et que sont les êtres humains, c'est le corps. Parce que je considère que notre esprit est incarné dans un corps. Donc apprendre à se connaître, c'est déjà apprendre à connaître son corps. Et dans cette capacité à prendre de la distance, eh ben, il y a déjà la capacité à s'enraciner dans le sol. Et ça, le Qigong me l'a appris. Ça veut dire quoi, s'enraciner?
ça veut dire, mais c'est une pratique qui amène, c'est relâcher toutes les tensions, on parle du corps pour l'instant, relâcher toutes les tensions musculaires et relâcher toutes les articulations de façon à libérer le poids du corps et lui permettre de se poser sur le sol. Donc quand tu pratiques ça, et bien sûr, plus tu vas pratiquer, plus ça va être facile à faire. Maintenant, je pense que je peux le faire en une seconde. Je peux m'enraciner en une seconde et je peux le faire à n'importe quel moment de la journée. Et moi, c'est ça, je suis heureux d'en être arrivé là dans ma pratique du Qigong parce que pour moi, le Qigong, ça ne consiste pas tous les matins à faire une séance d'une demi-heure d'enchaînement, de beaux mouvements, de respiration, où on en ressort avec beaucoup de calme, de sérénité, etc. Mais, et c'est ce que je transmets à mes élèves, je leur dis, si vous êtes capable de faire ça tous les matins, bravo, parfait. Mais si après, le reste de la journée, vous partiez en vrille, vous vous cognez partout et vous engueulez avec le premier venu, ça ne sert pas à grand-chose, votre pratique du Qigong. Donc, la pratique du Qigong telle que moi je la vis maintenant, c'est non plus une pratique quotidienne, c'est une pratique du quotidien. Et je fais bien le distinguo, c'est-à-dire que c'est à n'importe quel moment de la journée et dans les tâches quotidiennes, je commence par m'enraciner, lâcher les tensions, déposer le corps, me connecter à la terre. Et à partir de là, eh bien, je retrouve ce processus que j'avais découvert auprès d'Arnaud Desjardins, que j'ai découvert ensuite en faisant une autre formation avec un gars qui s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur. Je fais beaucoup de publicité pour un tas de gens, une formation de développement personnel. Et lui, il évoquait beaucoup cette idée d'une caméra qui se détache et où, puisqu'on parle de développement personnel là et pas relationnel, et où tu vas, par la pratique, apprendre à t'observer. Et donc, la pratique du Qigong et cette approche de développement personnel, pour moi, font tout à fait sens, se connectent très bien l'une à l'autre. Donc, c'est s'enraciner, lâcher les tensions du corps, et ensuite, tac, tout d'un coup, qui c'est qui se met là-haut? Et souvent, c'est une question que j'aime bien poser aux gens qui pratiquent avec moi. Je leur demande, mais là, si on se considère nous-mêmes, chacun individuellement, qui est-ce qui doit être aux commandes? Et alors là, en général, il n'y a personne qui répond. On n'ose pas dire bêtises. Alors des fois, il y en a qui commencent à dire, ça doit être le cerveau. Et je dis, ouais, mais d'accord, alors approfondissons, c'est quoi le cerveau? Et alors, est-ce que c'est moi ce que j'appelle le mental, c'est-à-dire toutes ces capacités de raisonnement, d'analyse, de déduction, etc., qui doit être aux commandes? Eh ben non, c'est pas le mental, c'est pas le cerveau tel qu'on l'entend souvent qui doit être aux commandes. Qu'est-ce qui doit commander tout ça? C'est la conscience. C'est la conscience qui doit se mettre au-dessus du mental et d'être capable de lui dire, ok, là, c'est moi qui prends les commandes. Toi, je sais comment tu fonctionnes, je connais tes qualités, je sais ce dont tu es capable, mais c'est pas toi qui dirige. Parce que sans ça, si c'est le mental qui dirige, moi j'ai une image qui me plaît beaucoup, ce serait comme de confier à un Airbus ou à un Boeing, pour ne pas faire de publicité unilatérale, à un singe expiègle et agité. Donc, quand c'est le mental qui nous dirige, c'est comme le singe qui est au volant du Boeing et qui est là, ouais, super, et puis il tape sur tous les boutons, et puis il balance d'un côté, etc., etc., etc. Et c'est le désastre programmé, ça. Donc, la conscience doit se mettre au-dessus, et cette capacité à la fois à ancrer le corps et à mettre sa conscience au-dessus de soi va permettre de s'observer. Et moi, maintenant, je développe ça. Alors, c'est pas en permanence, encore une fois, je ne suis pas un extraterrestre de ce côté-là, mais la pratique m'a amené à pouvoir avoir cette capacité de m'observer quasiment à n'importe quel moment de la journée et de m'observer quand je fais des tâches du quotidien, à être capable de dire, tiens, mais est-ce que je suis bien centré? Est-ce que je suis déjà bien enraciné? Et mon mental, là, il est en train de penser à quoi?